Parfois, on a des difficultés à pouvoir partir, bien qu'on sache que vraiment il faudrait le faire. On entend souvent cette phrase « Ouais, je sais que ça marche pas entre nous, mais je ne peux pas m'empêcher d'être avec lui ou être avec elle. » Quand tout le monde est en train de souffrir, c'est peut-être le bon moment. Maintenant, c'est pas parce que c'est le bon moment que c'est facile. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, bonjour, bienvenue. J'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver Maximilien Bachelard. Comment ça va, Maximilien ? Eh ben, ça va très bien. Je ne l'ai pas vu depuis le confinement. Exactement. C'était un des derniers qu'on a enregistré avant ce confinement. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie et psychothérapeute et que vous avez écrit un livre qui s'appelle L'approche intégrative en psychothérapie, que vous en préparez un qui sortira bientôt et que maintenant vous avez une chaîne YouTube où vous interviewez des psys. Les psys parlent aux psys, Ouais. les psys débattent. C'est quoi cette idée de faire parler et communiquer les psys entre eux ? Alors, l'idée, c'est que les psychologues communiquent très peu entre eux, se connaissent très peu, sont pris dans des difficultés professionnelles qui datent de plusieurs décennies. Et donc, je m'étais dit, tiens, ce serait quand même pas mal de pouvoir faire en sorte qu'on connaisse ce que font les collègues du bout de la rue, du bout de la France, Ouais. et au-delà des frontières également. La première fois, j'ai interviewé un collègue québécois, en fait. Enfin, on a discuté en off, et puis je lui ai dit, mais c'était génial. J'aurais vraiment aimé en parler à un collègue de ce qui vient de se passer. Je prends des notes bêtement. Et je lui ai dit, est-ce qu'on pourrait pas refaire ça? Mais on va faire une vraie interview, et puis on va la montrer à tous mes collègues français, puisque tout le monde fantasme sur ton pays, mais que toi, tu as des réponses très concrètes. Donc, j'aimerais bien pouvoir diffuser ça. Et il m'a dit, c'est parti. Et donc, je fonctionne parfois comme ça. Je me suis dit, on y va. On va en faire d'autres, et on verra ce que ça donne. Donc ça fait plaisir à tous mes collègues la plupart du temps, même tous, hein. Mais certains sont inquiets en me demandant quel est l'objectif précisément. Et j'ai tendance à dire, un peu comme un sculpteur, je tapote et puis ça prend une image et puis après je remodifie. J'ai pas encore d'objectif final bien précis. Je suis pas forcément un grand stratège. Je prends déjà du plaisir à faire ça. Voilà. Bon, et quand les psys parlent aux psys, qu'est-ce qu'ils se racontent ? Des histoires de psys ? Ils se racontent leur misère un peu professionnelle. Ils sont souvent d'accord en fait sur beaucoup de choses, notamment la formation initiale qu'il faudrait pouvoir changer, les salaires qui sont misérables, le manque de représentation politique. Alors les salaires, en parlant des salaires, le grand public ne connaît pas les salaires d'un psy et c'est vrai que c'est vraiment... C'est vraiment misérable. Donc pour tout vous dire, moi mon premier poste, alors évidemment vous pourrez me dire c'est quand même viable. Mon premier poste à l'hôpital c'était 1492 € net par mois. Sachant pour que j'avais pour un temps plein, Ouais. j'étais à Bac+8, donc ça commence à faire pas beaucoup, sachant que j'avais un collègue qui travaillait comme caissier au centre commercial et qui bossait les dimanches et qui gagnait plus que moi. Donc ça, on est sur des grilles de salaire qui bougent pas depuis très très longtemps. Alors après, quand on est en libéral, on peut gagner bien mieux, mais voilà, c'est pas si facile. Et contrairement à la profession, par exemple, de médecin ou d'avocat qui est bien encadrée et qui est bien défendue, la profession de psychologue, c'est un nombre de professionnels qui sont éparpillés un peu partout et qui malheureusement ont tous des difficultés communes. Donc je me suis dit, si on était déjà au courant, si on pouvait se parler, peut-être qu'on pourrait à un moment donné faire quelque chose ensemble. Avec l'idée que ce serait pas moi qui proposerais quelque chose. Puisque quand vous avez ce genre d'initiative, évidemment, il y a beaucoup de monde qui vient vous demander en off, qu'est-ce qu'il faut faire Maximilien? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle révolte proposes-tu? Sauf que moi je suis pas un représentant non plus de tout le monde. Donc je leur dis, je ne serai pas prophète, mais peut-être que vous pourrez trouver des idées, on pourra en trouver ensemble. Donc c'est vraiment une expérience que j'ai lancée. Je me suis dit, si ça prend pas, au moins j'aurais pris du plaisir à rencontrer des gens. Tout simplement. Bien, et tout ça on le voit sur votre chaîne YouTube. Oui, alors je pense que pour les non-initiés ça peut être un peu compliqué. Ça va, En tout cas, il faut avoir un après-midi devant soi. Oui, et puis ça peut ne pas intéresser, voilà. Mais Non, je vous rassure, c'est intéressant. mais pour les psychologues qui écoutent, voilà, allez-y. Maximilien, vous nous avez proposé un sujet et une thématique qui sont inspirés de votre pratique. Pourquoi on n'arrive pas à se quitter ? Est-ce qu'il y a un bon moment pour se quitter ? Et comment est-ce qu'on sait quel est le bon moment pour se quitter ? C'est compliqué comme ça de pouvoir répondre. Alors déjà, ces thématiques, souvent, je les propose parce qu'elles ressortent régulièrement dans plusieurs consultations et à un moment donné, l'occurrence devient une récurrence et je me dis, tiens, il y a quelque chose à en sortir. Est-ce qu'il y a un bon moment? Je sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que on le connaît tous, ce phénomène autour de nous, si c'est pas nous qui l'avons vécu, c'est que parfois on a des difficultés à pouvoir partir, bien qu'on sache que vraiment il faudrait le faire. On entend souvent cette phrase, ouais, je sais que ça marche pas entre nous, mais je ne peux pas m'empêcher d'être avec lui ou être avec elle. Je pense que quand tout le monde est en train de souffrir, c'est peut-être le bon moment. Maintenant, c'est pas parce que c'est le bon moment que c'est facile.
Il y a une remarque que j'entends souvent des spectateurs autour de ces couples qui ne peuvent pas se séparer, c'est « mais tu serais pas un peu maso, mon pauvre garçon ou ma pauvre fille ?» Moi, je crois que c'est pas du masochisme que de ne pas réussir à ne pas pouvoir se quitter, c'est bien autre chose dont on va essayer de débattre un peu aujourd'hui. Alors qu'on a l'impression que il y en a un des deux qui s'accroche, alors que pour l'extérieur, tout est mort. Ouais, exactement. Mais parce qu'il nous faut parfois un temps pour réaliser que tout est mort. Il y a beaucoup de couples dont on peut, sur le coup ou par la suite, se dire, mais en fait, c'était déjà mort depuis un petit moment. Mais on essayait de préserver une image, on essayait de faire en sorte que ça puisse encore perdurer, parce qu'on avait des objectifs, parce que les gens nous regardent, parce qu'on a encore nos attentes d'avant, en fait. Donc il y a des éléments de réalité qu'on a du mal à percevoir. Et mon boulot, parfois en consultation, c'est d'essayer de déblayer ce terrain-là. Voilà. Mais rien ne nous oblige à rester si finalement il n'y a plus de joie. C'est-à-dire que quand on est dans l'optique de comprendre que notre couple va pas, il faut déjà pouvoir se rendre compte de ce qu'on a mis en place qui a participé à cette dégringolade, ce que l'autre a mis en place, réussir à sortir également des reproches qu'on peut faire à l'autre. Et si on commence à s'imaginer quitter l'autre, quand ça fait 10, 15, 20 ans, quand vous avez des enfants, quand vous avez des amis communs, quand vous avez une belle famille sur qui compter depuis des années, quand vous avez une maison, quand vous avez une voiture, quand votre travail est à côté de votre maison et que votre mari ou votre femme s'est installé pas loin de votre travail. Bref, c'est tout un monde qui pourrait potentiellement s'écrouler. Donc c'est pas si simple. J'ai envie de dire, quand on est adolescent et qu'on vit encore chez ses parents, même si ça peut paraître dramatique, ça l'est quand même bien moins. Il y a beaucoup moins d'affaires en jeu quand même. Qu'est-ce que ça signifie de s'accrocher à quelqu'un qu'on ne supporte plus ? Quel sens on peut donner à ça ? Qu'on s'accroche à quelqu'un qu'on aime, moi j'imagine, vous voyez. Mais s'accrocher à quelqu'un qu'on n'aime plus. Parfois, on a un bon alibi, en fait, malheureusement. C'est-à-dire que on a le candidat idéal qui vit à côté de nous pour pouvoir malheureusement justifier le fait qu'on soit pas bien. Très rapidement, quand les gens viennent me voir en consultation et qu'ils me disent « bon, moi, ça va pas avec mon mari ou ma femme », moi, je me pose déjà la question, je leur pose la question de savoir s'ils sont bien avec eux. D'essayer de faire cet exercice, de s'imaginer qu'est-ce qui se passerait si on retire les enfants, la famille et le conjoint ou la conjointe. Est-ce que les gens sont vraiment bien avec eux ? Est-ce qu'ils sont connectés à leurs besoins ? Avec eux-mêmes. Avec eux-mêmes. Ouais. Est-ce qu'ils sont connectés à leurs besoins ? Est-ce qu'ils sont connectés à leurs attentes ? Est-ce qu'ils ont réussi à mener la vie qu'ils voulaient ? Avant de vouloir me dire que dans le quotidien, tout est de la faute de la présence de l'autre. Et la plupart du temps, j'ai des gens qui, et c'est même quasiment tout le temps, quand ça ne va pas dans le couple, me disent je ne sais pas. Ou alors, non, je ne suis pas en phase avec moi. Et moi, ce que je pense, c'est que d'une certaine manière, les gens ne sont pas forcément connectés ou en phase avec la dernière version d'eux-mêmes. C'est-à-dire que la dernière version, c'est celle actuelle. C'est qu'est-ce que je suis maintenant aujourd'hui. Mais quand ça fait 10 ou 15 ans qu'on est en couple, ça fait peut-être parfois 10 ou 15 ans qu'on n'a pas touché une guitare. Ça fait peut-être 10 ans qu'on voit plus les potes. Ça fait peut-être 15 ans qu'on n'a plus de possibilité de se réveiller le matin et de faire ce qu'on veut parce qu'on a des enfants. Ça fait peut-être 20 ans non plus qu'on n'est plus parti en amoureux. La semaine dernière, j'avais encore une mère qui venait me voir pour sa fille et je lui ai dit alors depuis combien de temps vous n'êtes pas parti finalement au restaurant avec votre mari ? Et là elle se marre, elle me dit oh là là, depuis que les enfants sont nés, ça fait 20 ans quoi. Et elle me dit mais je vois pas le problème. Le problème c'est qu'à chaque fois l'enfant doit toujours partir avec le couple pour sortir et on se retrouve jamais tous les deux. Donc on se rend rapidement compte que la question du couple va se fondre dans la question de la famille et dans les habitudes. Mais ce qui est intéressant, parce que moi je connaissais la meilleure version de soi-même, mais je connaissais pas l'expression la dernière version de soi-même. Oui, donc la dernière version de soi-même, c'est la version de nous-mêmes en l'état, donc 20 ans après, dans le couple. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire être connecté à soi-même, à ses besoins maintenant. Et en fait, ça je l'observe également chez beaucoup de femmes et d'hommes qui viennent de se séparer. Et il y a un gros vide. C'est-à-dire qu'ils savent plus ce qu'ils aiment, ils savent plus ce qui leur font vibrer. Ils avaient malheureusement un quotidien des semaines qui était bloqué par les habitudes du conjoint ou de la conjointe. Et là, ils savent plus quoi faire. C'est-à-dire qu'ils savent plus ce qu'ils aiment tout seuls, c'est ça ? Ils savent plus ce qui les font vibrer, ils savent plus vers où ils veulent aller. Trop de liberté d'un seul coup aussi, ça peut être angoissant. Alors que tout le monde rêve de ça. Tout le monde rêve, soi-disant, de cette fameuse liberté. Qu'est-ce que je ferais quand j'aurais du temps ? Mais ça peut provoquer des angoisses, la liberté. Parce que ça provoque la possibilité d'être responsable de quelque chose. Et en plus d'être responsable de son propre malheur. Donc si on tire un peu jusqu'au bout, parfois, malheureusement, il est plus simple de se dire qu'on est malheureux à cause de l'autre, en fait.
Et ça, c'est un amalgame qui est particulier dans le couple, c'est qu'on ne sait plus finalement. On est malheureux à cause de nous, on est malheureux à cause de l'autre, et finalement, ça vient externaliser assez facilement le problème en disant, mais c'est de ta faute, c'est à cause de toi si on fait ci, c'est à cause de soi si on fait ça. On voit toujours ma belle-mère tous les week-ends, j'en ai marre. Et moi, de poser la question à madame, mais alors est-ce que finalement, vous lui avez déjà proposé d'aller voir sa mère sans vous ? Ah bah non, c'est pas possible. Voilà. Donc, on est pris dans des jeux comme ça, dans des habitudes dont il est difficile de s'extraire. Donc voilà, le fait d'avoir des difficultés à se séparer, il provient également de tout ça en fait. Il y a aussi cette question, finalement, combien je vaux sur le marché encore ? Oui, alors ça c'est... Je suis plus une première main. C'est-à-dire qu'est-ce que je vaux sur le marché ? Quand on est au bord de se séparer, ça aussi, c'est plus souvent les femmes qui me disent ça que les hommes, c'est... en gros, comme pour le marché de l'emploi, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre d'une bonne femme de 40 ou 50 ans comme moi ? Voilà. Donc en fait, je voudrais plus grand-chose à revendre sur le bon coin. Donc je reste là dans ma situation et puis j'ai qu'à être bien contente. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui revient aussi régulièrement parce que évidemment, on n'est pas forcément prêt à faire le grand saut et à recommencer quelque chose. Vous voyez ? Donc je pense qu'il est intéressant de se dire dans une séparation que l'optique, ça va être déjà de se retrouver ou de se trouver soi-même, une bonne fois pour toutes. Mais j'ai beaucoup de consultations où les gens sautent j'allais dire de consultation en consultation, de couple en couple, très rapidement parce qu'ils ne peuvent pas être seuls. Il y a beaucoup de personnes que je vais rencontrer à 50 ans, elles m'ont dit, à partir de 15 ans, j'étais en couple et j'ai passé ma vie toujours en couple. Et parfois, j'étais seul, mais dans ma tête, il y avait toujours un type qui occupait mon esprit ou une nana qui occupait mon esprit. Et donc, je peux me retrouver avec des gens qui peuvent avoir facilement l'âge de mes parents et qui sont dans une angoisse pas possible, en me regardant avec des grands yeux, en me disant mais moi, je peux pas être tout seul, quoi. Je m'ennuie, je sais pas quoi faire avec moi, je me supporte pas. C'est une des raisons qui explique le fait qu'on ne se sépare pas. Ben oui, parce que cette peur c'est une des possibilités. De rester seul. Ah ben oui, exactement. Parce que ça crée quand même une atmosphère qui est propice et je pense que la société nous amène très régulièrement à ne pas nous retrouver avec nous-mêmes de toute façon. Il suffit de faire un exercice de méditation aux gens. Les 3/4 du temps, les gens au bout de 2 minutes trouvent ça insupportable en fait. Ils supportent pas le silence dans une maison. Ils savent plus quoi faire de leur peau. Vous mettez quelqu'un qui est célibataire à Paris, il sait plus quoi faire. Alors qu'à Paris, il y a 1 milliard de choses à faire, mais il sait plus quoi faire. Voilà. Donc il y a cette question quand même de pouvoir s'aimer un minimum et d'avoir la capacité d'être seul. Pour moi, il y a un enjeu qui est très important, que je relève à chaque fois. Quand on est en capacité d'être bien avec soi-même, et ça c'est très important, on peut être amené à faire le choix raisonnable de se mettre avec quelqu'un. Quand on n'est pas en capacité d'être seul avec soi-même, c'est une nécessité vitale d'être en couple. Et donc là, on est amené à faire probablement des mauvais choix parce qu'il y a une urgence à ne pas se retrouver avec soi-même. Donc quand on a la capacité d'être avec soi, j'ai envie de dire, c'est gage de qualité pour pouvoir choisir quelqu'un et peut-être être attentif à ces premiers instants qui nous diront que ça marchera pas entre la personne et soi. Vous voyez ? Ça, c'est important. Il faut pas essayer d'être bien avec soi-même avant de se mettre en couple. Ce serait l'idéal. Parce que finalement, ça veut dire que c'est donner un pouvoir à l'autre. Oui, mais en même temps, le couple il a quand même un impact thérapeutique. C'est-à-dire que le couple, le partenaire, nous permet quand même de transcender nos limites. Il nous permet de changer de contexte. Il nous amène de la passion, il nous fait rêver, il nous donne envie, il nous fait confiance, il nous fait croire en nous-mêmes. Donc finalement, le couple a un effet thérapeutique possible. Mais il y a des moments où malheureusement on va pas jusqu'à l'effet thérapeutique et ça commence à devenir compliqué en fait. On parle de cette question de couple. J'aimerais que vous nous parliez de la question de l'attachement dans ce couple. Elle fait référence à quoi cette question de l'attachement ? Alors c'est un mot qu'on utilise en psychologie de l'enfant, du développement. C'est un concept qui est très simple, qui nous dit que en fait, si on est des êtres humains qui peuvent se sentir en sécurité et tranquilles avec nous, ça n'est pas tombé du ciel, ça n'est pas génétique, ça a été appris par les premières interactions précoces avec ce qu'on appelle une figure d'attachement. Alors c'est souvent la mère, ça peut être aussi le père. Donc l'enfant, finalement, au départ, il peut se constituer ce sentiment de sécurité s'il sent que cette figure d'attachement, elle est fiable, elle est sécurisante, elle est bien présente, elle est protectrice. Quand il a bien ressenti ça, au fur et à mesure, l'enfant peut se permettre d'aller explorer un peu le monde, se retourner, vérifier si finalement la figure d'attachement est toujours là, et puis si elle est bien là, bien présente, continuer à aller explorer le monde. Quand
cette maman ou ce papa ne sont pas dans, on va dire, une approche assez protectrice, assez présente, que finalement le parent peut disparaître comme ça d'une seconde à l'autre, l'enfant devient angoissé. Et il a besoin d'être rassuré. Son sentiment de sécurité est un petit peu, on va dire, en difficulté pour être bien constitué, bien solide. Donc ça s'appelle... Ça, c'est la question de l'attachement. Quand on se met en couple avec quelqu'un, on vient chercher une forme de sécurité. Mais ce qui est intéressant, c'est que certains n'ont pas ce sentiment de sécurité bien plein en eux et viennent chercher une réassurance régulière de l'autre. Donc ce qui se joue dans les interactions avec les parents, avec la figure d'attachement dans l'enfance, peut également se retrouver à l'âge adulte, en fait, dans la relation également de couple. Et à ce moment-là, l'autre représente quoi dans le couple ? C'est-à-dire qu'il représente... aussi bien l'être amoureux, mais possiblement l'être qui va faire, l'être qui va maintenir ce sentiment d'exister, de ne pas s'écrouler. Donc ça, c'est important. On a tous vu autour de nous des séparations où c'est dur, c'est toujours dur de toute façon. Et puis des exemples où c'est un véritable effondrement qui peut arriver jusqu'à la tentative de suicide, des angoisses profondes. On peut avoir des gens qui ruinent pendant 2, 3, 4 ans leur séparation, qui utilisent les enfants pendant des années en étant tout à fait en pleurs, en étant incapables de tourner la page, en regardant les photos de leurs ex tous les soirs, en ne parlant que de ça, parce que finalement quelque chose s'est écroulé en eux. J'ai envie de dire, c'est plus que le cœur qui a été atteint, c'est toute l'existence en fait qui a été remise en question. Voilà. Et c'est intéressant parce que dans le couple, moi pour ma part en tout cas, encore une fois, j'ai pas généralisé, mais j'ai souvent observé que les femmes avaient plutôt tendance à ressentir la fin du couple arriver quelques mois avant, constater que ça n'allait plus. Et les hommes d'être plus facilement dans le déni en ne voulant pas observer ça. Encore une fois, exemple d'il y a 2-3 semaines, je rencontre un monsieur qui me dit moi j'ai pas voulu voir du tout que ça n'allait pas. Et tout le boulot que je fais avec lui est d'essayer de se rendre compte, de repasser le film des derniers mois et dernières années et de se rendre compte de tout ce qu'il n'a pas voulu voir qui s'écroulait dans le couple. Pour lui, il fallait avancer, il fallait foncer, ça allait tenir. Donc les hommes, en tout cas de ce que j'ai pu observer la majorité du temps, peuvent tomber des nues en se disant mais je suis largué, mais comment ça se fait ? Avec l'entourage qui dit mais ça n'allait pas, mon pauvre gars, et lui de dire je ne comprends pas qu'elle me quitte. Alors que les femmes sont plus facilement, on va dire, dans une préparation et j'ai envie de dire dans une histoire de désamour. Parce que qu'est-ce que vous appelez le désamour ? C'est-à-dire que quand on tombe amoureux, il y a une histoire qui se fait. Mais je pense que pour pouvoir se séparer, il y a une histoire de désamour qu'on doit pouvoir retricoter aussi. Il y a un temps pour pouvoir défaire tout ça. On peut pas simplement dire c'est terminé, point barre en fait. Il faut pouvoir désaimer tranquillement, désinvestir toute cette énergie qu'on a d'amour. Parce que je pense que si on ne fait pas cette histoire de désamour, cet amour peut rapidement se transformer en rage, en colère, en revendication, en agressivité, en vengeance. Et notamment par rapport aux enfants, et cette question elle revient assez souvent, quel objet privilégié avec lequel on va pouvoir faire du mal à l'autre. Donc il faut pouvoir détricoter tout doucement en fait. C'est ça que ça signifie cette histoire de désamour. Là, et on en parle peu en fait. Non mais la question c'est de savoir si on peut désaimer quelqu'un qu'on a aimé ou est-ce que finalement c'est impossible ? Je pense que d'une certaine manière, si on veut rester honnête, il y a toujours un lien psychique qui va se faire avec la personne. Mais où est-ce qu'on va l'arranger en fait ? Pour ça, il faut pouvoir aussi mettre du sens sur l'histoire. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple aussi qui revient très souvent. Donc j'en ai à chaque fois qu'ils me viennent, je pense que ça parlera à pas mal d'auditeurs. Une femme et un homme ne vont plus bien depuis 2 ans, mais c'est une catastrophe. Monsieur est immonde avec madame, madame fait tout ce qu'elle peut depuis des années, et puis un jour, elle se laisse draguer par un homme, ils couchent même pas ensemble. Et puis, elle n'en peut plus, elle est insultée, humiliée, elle n'en peut plus. Elle prend sur elle tout le temps, elle est hyper protectrice comme beaucoup de femmes, malheureusement. Elle a même hyper protégé son mari, malheureusement, qui s'est permis beaucoup de choses. Et puis un jour, elle en peut tellement plus qu'elle dit « Écoute, moi je m'en vais ». Et là, l'homme de se dire « Tu t'es laissé draguer par cet homme-là, tu te barres à cause de lui ». Donc je vous dirai pas les insultes par la suite. Et donc là, cet homme, il est en train de se figer sur une histoire en particulier, qui est pas la vraie histoire. C'est un alibi. C'est une forme d'alibi, mais surtout un alibi qui déresponsabilise. Parce que monsieur a été immonde et imbuvable pendant des années. Même sa mère lui a dit tu vas la perdre ta femme si tu continues. Même ses potes lui disent qu'il abuse. Mais il veut rien entendre.
et il attrape le premier élément qui vient, qui ne serait même pas arrivé s'il n'avait pas été aussi imbuvable, et qui n'explique pas la rupture avec cette femme. La pauvre, elle s'est sentie belle pendant 5 minutes auprès d'un autre homme, point barre. Donc vous voyez, quand on se sépare, on se raconte une histoire. C'est pas de sa faute, il est pas responsable. Mais on se raconte une histoire. C'est ça aussi qui est intéressant. Parce que c'est pas forcément la bonne, en fait. C'est pas forcément la bonne. Et souvent, aujourd'hui, je fais beaucoup référence aux enfants, mais on va beaucoup trouver des situations où le père va dire bah tu sais, je sais pas pourquoi maman m'a quitté, quoi. Et la mère, exemple d'hier soir, j'en ai plein, la mère qui bondit au plafond et qui a envie de dire à son fils, mais si tu savais ce que ton père m'avait fait, oser dire qu'il comprend pas pourquoi je me suis barré, mais il joue sur la protection de la maman. Il sait qu'elle n'osera qui va pas impliquer son fils là-dedans. Pas dire que papa était immonde. Alors papa, il en profite pour dire à son fils, bah moi je sais pas pourquoi. Donc vous voyez le jeu malsain dans lequel on peut emporter les autres quand on est persuadé d'une théorie sur la séparation. Vous voyez ? Vous parliez de l'aspect thérapeutique du couple tout à l'heure, Maximilien. À quel moment cela ne remplit plus le contrat ? À quel moment le couple finalement n'est plus thérapeutique ? Bah, quand on est dans une surprotection perpétuelle, quand on n'a plus à s'adapter un minimum à l'autre, à ses besoins. C'est-à-dire, madame va être très maternelle et anticiper la mauvaise humeur, l'agressivité, le comportement de monsieur. Où monsieur va passer son temps à protéger madame aussi. Et donc, à un moment donné, ça commence à peser un peu trop sur l'autre partenaire, en fait. C'est-à-dire qu'on est dans une hyper-adaptation qui commence à brûler les capacités de l'autre, en fait, qui devient l'interlocuteur unique. On peut vite devenir le pied aussi, malheureusement, de l'autre. Tous les soirs, madame rentre et puis raconte toutes les embrouilles qu'elle a avec ses collègues et ses copines et sa déception envers le monde. Et monsieur d'écouter, et monsieur de prendre finalement les gens à partie, et monsieur de ne pas prendre la distance suffisante et de dire bah parle-en avec elle, quoi, parce que là je suis en train de devenir ton psy. Et là je commence à devenir ton avocat, et on va commencer à s'enfermer toi et moi par rapport au monde qui est immonde. Toi ma chérie, tu mérites mieux. Mais ça, à un moment donné, ça finit en syndrome de Stockholm, en fait. On tombe amoureux de celui qui nous prend en otage. Parce que dans le couple peut rapidement se jouer la question du geôlier, du prisonnier. C'est-à-dire que je suis prisonnier de l'autre, et l'autre pense qu'il est aussi prisonnier de moi. On sait plus, on a jeté la clé, et on a l'impression qu'on peut plus sortir du couple. Ça paraît clair ? Ouais, et on reste ensemble comme ça. Et on reste ensemble parce qu'on peut pas faire autrement. En fait. Parce qu'on n'a plus les clés. Voilà, on n'a plus les clés, puis vous comprenez, mes enfants ils ont 8 ans, ils ont besoin d'un père, donc voilà. Après, il y a des réalités derrière. On se raconte des histoires, mais on sait aussi qu'au moment de la séparation, peut-être que le père ou la mère ne sera plus présent pour les enfants. Est-ce que c'est du chantage ? Est-ce que c'est une réalité ? Donc vous voyez, la séparation, encore une fois, surtout pour un couple qui est constitué depuis un moment, c'est pas si évident. Il y a d'autres choses qu'on peut dire aussi. Il y a beaucoup de thématiques, beaucoup d'explications qu'on peut donner. Quand vous avez fait un couple et que votre mère ou votre père vous a dit il ou elle est pas fait pour toi, et que les potes ont dit elle est pas faite pour toi, laisse tomber, et que vous y croyez et que vous êtes passionné et que vous vivez toute une histoire, une belle histoire, le jour où ça va plus, vous vous sentez idiot, en fait. Il vous faut beaucoup de temps pour l'accepter. Mais le problème, c'est que tous vos confidents, vous pouvez pas leur dire, puisque vous êtes plein d'orgueil, que vous avez misé là-dessus, que vous aviez envie que ça marche. C'est difficile de revenir à la queue entre les jambes et de dire j'ai des problèmes. Donc vous aviez raison. Vous aviez raison. Ouais. Donc c'est compliqué. Donc vous voyez qu'il se constitue deux mondes. Mon monde intime où je suis en galère dans mon couple et je peux en parler à personne. Voire je vais en parler au psy, mais je vais pas pouvoir en parler à mes potes parce que je trahirais ma femme ou mon mari, et en même temps j'en ai besoin, mais je ne peux plus. J'ai créé cette barrière. Qui est l'orgueil, d'une certaine manière. Il y a un problème d'orgueil, mais il y a aussi d'autres problèmes à ce moment-là. On veut protéger son couple, même si on en a marre. C'est reconnaître finalement qu'on s'est peut-être trompé. Voilà, donc ça c'est compliqué, parce que imaginez dire finalement je suis plus avec, et finalement est-ce que vous voulez bien de moi ? Est-ce que vous êtes prêt à m'épauler ? Est-ce que je suis prêt à me sentir ridicule, même si les gens vont pas me juger, mais je pourrais me dire je vais passer pour un idiot qui a misé gros et qui s'est trompé, quoi. Souvent dans un couple, on arrive à s'oublier. Qu'est-ce que ça veut dire s'oublier ? Pourquoi est-ce qu'on s'oublie ? Les deux membres du couple s'oublient. Ça veut dire quoi ? Il y a des couples qui ont des besoins de fusion. C'est pas obligatoirement comme ça que ça se passe, mais
Le quotidien va faire que on a envie du bien du couple, donc on va s'occuper du ménage, des courses, des enfants. C'est très coucounant et très agréable de rester chez soi tous les soirs et de se regarder un film. Mais finalement, au fur et à mesure du temps, et c'est comme je le disais tout à l'heure, des questions que je pose souvent aux gens, est-ce que vous avez déjà pratiqué de la musique, un sport dans votre vie? Est-ce que vous avez lu des livres, regardé des films? Et à quel rythme vous pouviez voir vos amis, votre famille? Et puis on voit que la plupart du temps, c'est décrescendo au fil des années et qu'il n'y a plus grand chose en fait. Et pour moi ça c'est des forces vives parce que je pense que chacun doit poursuivre des petits objectifs qu'il a, des plaisirs qui ne sont pas forcément ceux de l'autre. C'est-à-dire moi je ne vais plus à la danse parce que j'ai mes enfants à amener, que mon mari ça le saoule et que c'est pas à côté donc je ne le fais plus. Alors que la danse me faisait vibrer pendant toute mon adolescence, et bien là je ne danse plus. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'on a laissé tomber. On a renoncé finalement, ouais. Et c'est pour ça que quand les gens se séparent, c'est toujours la même chose. Ils achètent des trucs, ils vont faire des activités, ils recontactent, et donc on se dit, elle est ridicule, elle a 40 ans d'aller en boîte de nuit. Oui, mais parce qu'en fait, elle aurait dû continuer à danser, en fait. Même en couple. Avec son mari qui reste sur la banquette à danser avec ses copines, pourquoi pas. Mais elle n'aurait pas dû faire cette coupure. Parce que d'une certaine manière, si les gens revivent après la coupure, ça prouve bien à un moment donné qu'il manquait d'oxygène. Mais donc, est-ce que se séparer, c'est reprendre sa vie d'avant? Il vaut mieux pas, je crois. Et puis d'une certaine manière, ça fait toujours un peu mal. Mais ça fait pas de mal. Ça me fait penser à une dame qui avait une 50aine d'années. Elle m'a dit, je me suis retrouvée en boîte de nuit à danser sur les tables comme une gamine. J'avais pas honte. J'étais morte de rire. J'ai retiré mes chaussures. On a rigolé comme des idiotes avec les copines. Et elle m'a dit, j'ai compris que j'avais bien 50 balais et que j'avais mal partout. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien de rire. Ça faisait 20 ans que je riais plus avec mon mari. Et la phrase qu'on me sort tout le temps, mais qu'est-ce que je suis bête, j'aurais dû faire ça bien plus tôt de partir, quoi. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui revient. Oui. Si j'avais su, je l'aurais fait avant. Oui, mais je pense qu'on a besoin d'aller voir jusqu'au bout, jusqu'où l'autre va aller. Je pense qu'on a besoin de le tester, on a besoin d'être sûr, on a besoin d'avoir des certitudes. On attend parfois que l'autre ait le courage aussi de faire quelque chose. Que la vie décide pour nous. Voilà, ou qu'il se passe quelque chose de compliqué. C'est-à-dire, le coup classique, c'est finalement, et ça c'est assez commun, tout le monde, enfin les deux laissent un peu pourrir le couple, et puis c'est comme si on attendait que le premier déclare une infidélité pour qu'on ait une explication objective qui nous permette de ne pas nous retourner. Au moins, ça signera qu'on ne s'est pas planté et qu'il fallait bien partir. Oui, parce que si vous n'avez pas d'excuses suffisamment concrètes et solides, vous pourriez vous dire, ça se trouve, c'est moi qui déconne en fait. J'aurais peut-être des regrets. Donc si on me trompe, et là, objectivement, on pourra dire que le contrat est rompu. Vous jouez en bourse, Maximilien ? Non. Parce que le couple, c'est comme jouer à la bourse. Oui, il y a une question d'investissement en fait. Donc je fais un petit coucou à un de mes collègues qui s'appelle Damien qui m'a dit mais tu devrais parler d'investissement psychique. Donc ça veut dire quoi ? Quand on est dans une relation, on investit quelque chose. On a des envies, on a des projets, on donne de l'énergie, on donne des émotions, on partage quelque chose. Et il faut savoir que plus on investit, moins on est prêt à se retirer du jeu d'une minute à l'autre en fait. Et plus on a mis, plus c'est difficile d'en partir. Donc, il faut voir aussi la relation de cette manière-là. Parfois, quitte à tout perdre, on est prêt à continuer. Et j'ai envie de dire, si je file la métaphore jusqu'à la question du casino, quand vous avez mis 500 € dans une machine à sous, c'est encore plus dur de partir. Parce que vous vous dites une chose évidente, j'ai mis tellement d'argent que si je lâche la machine, quelqu'un va passer et au premier coup, il va remporter tout l'argent et notamment les 500 € que j'ai mis. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en fait, si on regarde vraiment les statistiques en tant que telles, chaque coup sur la machine à sous est indépendant de l'autre. Ça veut dire que c'est pas plus je joue, plus je risque de gagner. À chaque fois, les probabilités de gagner repartent à zéro. C'est plus je mise, vous voulez dire ? Oui, plus je mise. C'est-à-dire que chaque coup sur la machine à sous est clairement indépendant sur le plan statistique. On risque pas plus de gagner en jouant 10 minutes ou en jouant 3 heures. Mais comme on a investi, un peu comme dans une voiture, dans une maison, vous vous dites j'ai mis tellement là-dedans que je vais pas revendre ça comme ça en 5 minutes. J'ai investi dans mon couple. Voilà, donc j'ai investi dans mon couple en termes d'amitié autour de nous, d'amour, d'objets, d'histoire, de lieux voyagés, d'argent dépensé, de projections, de rêves qu'on a pu avoir. Et donc, ça devient compliqué de pouvoir désinvestir. Finalement, on n'a pas plus de chances de gagner, Maximilien, si on a misé beaucoup. C'est ça que ça veut dire ? Oui, je pense, moi.
Ça veut dire que les probabilités sont les mêmes. Ouais. Pourtant, le couple, c'est aussi une histoire d'argent. Si les gens ne se séparent pas, ça peut être aussi pour des raisons financières, de standing, c'est évident, c'est évident. De revenus. Et puis plus souvent pour les femmes, parce qu'elles ont tendance à moins travailler ou à ne pas avoir les mêmes salaires que les hommes. Et la plupart du temps, c'est elles qui se retrouvent avec la garde des enfants. Elles en sont souvent assez contentes, et je peux l'entendre. Mais en même temps, quand vous avez un salaire pas terrible et que vous devez chercher les gosses à 16 heures, vous pouvez pas forcément payer de nounou, etc., etc. Donc oui, il y a ces questions financières qui sont vraiment importantes. C'est pour ça que mon conseil, qui est évidemment facile à donner, bête et méchant, c'est de dire aux gens de pouvoir gagner leur croûte. Parce qu'encore une fois, s'ils le peuvent, de pouvoir avoir de l'argent de côté et de ne pas dépendre de trop. Parce que si vous pouvez pas faire les courses ou si vous pouvez pas vous payer un loyer au cas où, forcément vous êtes bloqué. Et donc, on est dans des situations compliquées quand on est dans des consultations comme ça, où la personne va vous dire, mais de toute façon, même si je quitte mon mari, j'ai pas un rond, quoi. Donc je vais où, je fais quoi? Et oui. Et donc là, j'ai envie de dire, si vous aviez un salaire à 2000 balles de côté tous les mois, vous pourriez déjà ne plus avoir à vous embarrasser avec cette réalité qui est concrète quand même. C'est pas rien. Enfin, je veux dire, séparer, c'est pas simplement un problème psychologique, quoi. C'est aussi une réalité, quoi. C'est aussi une réalité financière. C'est une réalité financière qui est claire. Donc plus on peut... Ce qui est vrai pour les deux, parce que de toute façon, même quand on travaille à deux, c'est quand même aussi un manque à gagner. Et puis, on n'est pas obligé d'être dans une séparation rude. Je veux dire, un homme peut aussi dire, évidemment qu'il faut qu'on se sépare, mais je ne peux pas te laisser en difficulté avec un salaire aussi bas. Je ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Certains ne se séparent pas, Maximilien, parce qu'ils pensent que l'autre va changer. Est-ce que finalement... Ça, c'est le grand piège. Ouais. C'est le piège des attentes, mais même au-delà du couple, je crois que il y a parfois pas tant de difficultés que ça dans la vie. La réalité, elle est pas gentille, elle est pas méchante, elle est ce qu'elle est, mais on a beaucoup de mal à l'accepter parce que l'autre nous a dit qu'il allait changer, parce que nous on y croit, parce que nous on en a envie, parce que l'autre nous le dit et que ça le fait rêver de pouvoir changer. Mais quand quelqu'un boit depuis 10 ans et que tous les jours il vous dit qu'il va arrêter, voilà. Quand une femme trompe son mari tous les mois et qu'elle dit à son mari « je vais arrêter, ne t'inquiète pas, c'était la dernière fois », voilà, c'est pareil. Donc la question des attentes, ça peut devenir un piège. Donc j'en ai encore aussi beaucoup de consultations où on me dit « oui, mais il m'a dit qu'il va changer ». C'est aussi une façon d'essayer de faire plier l'autre. Mais est-ce qu'on a ce pouvoir-là de changer les autres ? Non, mais personne n'a aucun pouvoir de changement sur l'autre. C'est-à-dire que le psy, c'est la même chose. On peut pas changer les gens, c'est pas possible. On peut... Et le psy fait ça, mettre en place des conditions pour que l'autre puisse changer. Mais il faut qu'il en ait un minimum envie. Le problème, c'est qu'on est dans des jeux de culpabilité, que monsieur boit ou qui joue au jeu et qui veut pas perdre sa femme non plus, il culpabilise et il dit, écoute ma chérie, je vais faire mon possible pour. Le problème, c'est que lui, il se fait mal, on le regarde, il se sent coupable, il est pas comme sa femme veut, et sa femme passe son temps finalement à être prête à aimer quelqu'un d'autre qui n'est pas encore sous ses yeux, quoi. Parce que ça veut dire que attendre que l'autre change, c'est attendre en vain. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut pouvoir se mettre une limite. Il faut simplement observer la réalité. Et puis, si ça fait finalement 4 ans qu'on est toujours sur la même chose, je pense qu'il faut pouvoir se mettre une limite. Plutôt que d'attendre que ce soit l'autre qui nous la mette. Mais est-ce qu'on a le pouvoir de le rendre heureux ? De la même façon qu'on a... Mais sauf que là, on commence à rentrer dans une tentative de soignant désespéré qui va peut-être attendre 15-20 ans que l'autre soit heureux. Parce que quand vous avez un partenaire qui est dépressif depuis 20 ans, encore une consultation d'hier, vous voyez, donc vous avez eu une journée j'ai une inspirante journée hier. Voilà. Ouais. Et oui, quand ça fait 20 ans que le conjoint est dépressif et qu'il se fait hospitaliser régulièrement, il y a une réalité aussi, c'est qu'à un moment donné, peut-être c'est pas ce que je voulais. Et puis, je peux pas aider. Et même si j'aime l'autre, peut-être que je l'aime suffisamment pour pas me faire non plus du mal, sous prétexte de l'aimer, en fait. Et est-ce que vous appelez, Maximilien, la mal-séparation ? Qu'est-ce que c'est que cette mal-séparation ? C'est un terme que j'ai retrouvé, qu'un systémicien utilise, belge, et que je trouve assez bien. C'est cette espèce de fausse séparation. Moi, j'appelle ça un problème-solution, c'est-à-dire on se sépare, mais en fait, on continue à se contacter, ou je continue à faire vivre l'autre dans ma tête. Donc je vais épier son Instagram, son Snapchat, son Facebook ou tout ce que vous voulez. J'essaye de voir où il est. Je continue à avoir un œil sur ce qu'il fait, etc. Donc ça, c'est un mal qui est, je pense, de plus en plus présent.
Ça peut aussi être également, et certains y arrivent et pourquoi pas pour eux, continuer à voir mes ex toutes les semaines ou tous les mois. D'une certaine manière, on s'est officiellement dit qu'on s'est séparés, on est clean, mais en même temps, il y a quelque chose qu'on peut pas rompre, quoi. D'accord, mais pourquoi est-ce qu'on entretient ce lien ? Parce que l'autre peut faire partie d'une étape de vie qu'on a eue aussi, que d'une certaine manière, on a eu une relation affective et sexuelle, mais que peut-être ça peut devenir, la personne peut devenir une référence de notre histoire, en fait. Depuis, quand je l'ai rencontré, j'ai quitté mes parents, et puis maintenant je suis suffisamment à distance pour pouvoir être en lien avec. Donc, on parle souvent de mal séparation quand ça se passe mal, quand c'est pas bon pour la personne. Vous voyez ? C'est-à-dire, la personne vous dit avec un sourire en coin, oui, je continue à avoir des contacts avec mon ex régulièrement et finalement, ça me permet d'avancer. Mais souvent, la malséparation nous montre que tant que ce lien est alimenté, on peut pas investir autre chose. Et c'est ça qui est intéressant pour moi en consultation. Se mal séparer, c'est rester ensemble ? D'une certaine manière, dans notre tête, on est encore ensemble. On est tellement ensemble que l'autre vient occuper une place. Et donc, vous avez des hommes ou des femmes célibataires qui le restent pendant longtemps parce qu'ils sont dans une relation avec quelqu'un qui n'est pas bien clair et dont ils n'arrivent pas à se séparer vraiment. Donc, on peut se mettre en couple avec quelqu'un, mais la chaise, on va dire, qui était vide à l'intérieur de nous, mais en fait, elle est occupée par une autre personne qui, symboliquement, a occupé tout mon espace. Parce que pour pouvoir aimer quelqu'un, il faut pouvoir lui faire de la place, un minimum. Voilà. La nouvelle personne. Bien, on fera une émission sur la séparation et les enjeux de la séparation. Maximilien Bachelard, c'est avec un T à la fin. Exactement. Pour ceux qui veulent vous rechercher. Oui, si vous voyez un bonhomme avec une grosse barbe et des cheveux en l'air, c'est le Père Noël. Gaston. Non, c'est Gaston Bachelard avec un D. Voilà. Merci d'avoir été avec nous ce matin. À bientôt, Maximilien.